Dis-moi, jeune écureuil, que penses-tu de la reconnaissance faciale? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Londres, en Normandie, au Royaume-Uni. En fait, je voulais faire cette vidéo après Santander, la ville intelligente, parce que je voulais voir comment il était aussi possible d'utiliser les algorithmes, l'intelligence artificielle, mais à d'autres fins. En l'occurrence, Londres utilise l'intelligence artificielle à des fins sécuritaires avec ce qu'on appelle la reconnaissance faciale. Alors il existe à Londres plus de 400 000 caméras, par habitant on est clairement au-dessus de ce que peut proposer Pékin en termes de vidéoprotection, sauf que depuis quelques mois il existe des expérimentations de reconnaissance faciale qui sont couplées à ces caméras, ce qui pose clairement des problèmes éthiques et juridiques. C'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Si l'on prend la définition donnée par la CNIL, la reconnaissance faciale est une technique qui permet, en fonction des caractéristiques du visage, d'authentifier ou d'identifier une personne. L'authentification permet de s'assurer qu'une personne est bien celle qu'elle prétend être. C'est par exemple le cas lorsque vous utilisez la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre téléphone ou une application. On s'assure que vous êtes la bonne personne. Quant à l'identification, elle permet d'identifier un individu dans un espace, qu'il soit public ou privé, dans une image ou une base de données. C'est cette application qui nous intéresse particulièrement dans cette vidéo. Durant tout l'été, le Financial Times n'a cessé d'alerter au sujet de la reconnaissance faciale. Il a révélé début août que des expérimentations de reconnaissance faciale avaient eu lieu dans le quartier de King's Cross à Londres. C'est notamment là que les Eurostars arrivent en provenance de Paris. Votre visage a donc peut-être été scanné. Concrètement, on fait traiter un flux vidéo par un programme qui va se charger de cette reconnaissance. Ici, à Londres, on a depuis plusieurs décennies un déploiement assez impressionnant de caméras, comme vous pouvez le voir sur cette infographie. On est aujourd'hui à environ 50 caméras pour 1000 habitants, ce qui fait de Londres la ville qui a le plus de caméras par habitant devant Washington DC et Pékin. Ces caméras sont aussi bien installées dans l'espace public que privé. L'enjeu est pour les autorités de se servir de ces caméras pour étudier les passants via des programmes informatiques. L'objectif, croiser les traits du visage des passants avec une base de données de personnes recherchées ou sous surveillance. Le but étant de suivre cette personne ou, le cas échéant, de l'arrêter. Il s'agit donc d'une automatisation des tâches normalement effectuées par des êtres humains, à savoir des agents de police, de gendarmerie ou par les services de renseignement. On prend des points du visage, ce qui va permettre d'obtenir un gabarit. Ce gabarit va ensuite être confronté aux images émanant de la caméra de vidéosurveillance. Le programme, l'intelligence artificielle, en fonction du gabarit, identifie des visages sous forme de probabilité. Une alerte va apparaître. Par exemple, le logiciel nous dira que cette personne scannée dans la foule est identifiée comme une personne sous surveillance avec une probabilité à hauteur de 90%. Au sein de la reconnaissance faciale, il y a aussi une autre classe, que l'on appelle la reconnaissance émotionnelle. Dans ce cas de figure, l'IA va estimer si un passant est stressé, content ou autre, mais j'y reviendrai plus tard. Le passage de la vidéoprotection ou encore de la vidéosurveillance à la ville sûre s'est fait progressivement. Le Royaume-Uni s'est doté de caméras de vidéosurveillance à partir des années 90 afin de prévenir les attentats de l'IRA. Puis ensuite, il y a eu les attentats islamistes des années 2000 qui ont accéléré le déploiement de ces dispositifs. Aujourd'hui, il y a plus de 400 000 caméras dans Londres. Avant toute chose, au-delà de la question des algorithmes, il faut aussi que le flux vidéo soit de très bonne qualité. À défaut, cela va induire l'IA en erreur.
Donc des caméras de mauvaise qualité ne pourront engendrer que des résultats médiocres. Voilà à quoi ressemble une caméra qui est taillée pour la reconnaissance faciale. Ces algorithmes, ils ne sortent pas de nulle part et ils ne sont pas neutres. L'État, les communes qui recourent à ces technologies sollicitent le plus souvent des entreprises privées qui détiennent ces technologies. Cisco, IBM, NEC et il y en a bien d'autres. Et on ne sait pas comment ils fonctionnent, ni comment ont été entraînés ces programmes. Il y a aussi le problème des faux positifs. En plus, comme on identifie sur la base de probabilité, il y a un risque que les personnes suivies, surveillées, ne soient pas les bonnes. Il existe ce que l'on appelle des biais algorithmiques. Prenons l'exemple de ces intelligences artificielles qui, pour identifier les personnes, doivent être entraînées à identifier des visages. Il a été démontré que certains de ces algorithmes discriminaient particulièrement les femmes noires avec des taux d'erreur 10 fois supérieurs à la moyenne. L'association Big Brother Watch, qui œuvre au Royaume-Uni, a signalé qu'en 2018, 2 femmes innocentes avaient été assimilées à des profils criminels. Petite surprise, je vous présente Pepper, le premier robot possédé. Je crois qu'il lui faut assez rapidement un exorciste. Il y a aussi une opacité sur les bases de données. Comme je vous le disais, le but de la reconnaissance faciale, c'est d'identifier des personnes sous surveillance ou qui sont recherchées. Mais quand une autorité décide de ficher un individu, s'il s'agit d'un militant politique soupçonné de troubles à l'ordre public, dans le cadre de manifestations par exemple, on le fait hors cadre judiciaire sans l'intervention d'un juge. Vous pouvez donc vous retrouver fiché sans le savoir et donc être suivi par ces dispositifs. Nous avons très peu de garanties sur les visages qui sont scannés ou les bases de données des personnes surveillées ou recherchées. Ces bases de données contenant les gabarits biométriques peuvent aussi être hackées. Ce n'est pas une crainte théorique puisqu'en Chine, des bases de données, dans le cadre du social credit, ont été piratées alors qu'elles comportaient les données de géolocalisation des individus des minorités ethniques. Un visage, nous n'en avons qu'un. On ne peut pas le modifier sauf cas extrême comme un accident ou de la chirurgie esthétique. Vous voyez donc les problèmes que cela peut engendrer. Le but du propos n'est pas de vous inquiéter, mais de prendre conscience que la technologie est aujourd'hui capable de faire un certain nombre de choses. Je serais tenté de dire que ce n'est pas parce qu'une technologie existe qu'il faut absolument la déployer. Le risque, c'est que la technologie apparaisse comme la solution à tous nos problèmes. Aujourd'hui, lorsque les autorités publiques utilisent la reconnaissance faciale dans l'espace public, c'est surtout pour prévenir les troubles à l'ordre public ou pour identifier des personnes recherchées. Mais on peut tout à fait imaginer qu'un jour, les finalités changeront. Une fois que le matériel est installé, on peut être tenté d'en faire autre chose. Quand il y a une alliance entre les autorités publiques et les sociétés privées, exemple, vous fumez tant de paquets par jour, vous êtes allé au bistrot tant de fois dans le mois, donc votre complémentaire santé va augmenter parce que vous avez une vie qui augmente les risques de maladie. C'est ce qui se passe avec le social crédit chinois, où les entreprises privées et l'État sont complètement imbriqués dans ce dispositif de surveillance de masse. On sait où ça commence, mais on ne sait pas jusqu'où cela va s'arrêter. On pourrait donc tout à fait imaginer que ces bases de données aient été piratées et que ces gabarits puissent ensuite être réutilisés pour, par exemple, déverrouiller votre téléphone ou votre compte Facebook. Quand on pense aux dispositifs de reconnaissance faciale, on pense à des violations potentielles sur la vie privée. C'est exact, mais les risques de violation ne portent pas que sur la vie privée.
Nous n'allons pas toutes les énumérer, mais cela peut également affecter la libre circulation des personnes, la liberté d'expression ou encore la liberté de manifester. Un sondage réalisé au Royaume-Uni en mai dernier et relayé par le journal Le Monde nous indique que 38% des jeunes du panel 16-24 ans de ce sondage déclaraient qu'ils éviteraient de participer à une manifestation si la police y utilisait la reconnaissance faciale. Ce sondage dépeint le lien entre la reconnaissance faciale et la crainte de manifester, ce qui est relativement inquiétant. Ces technologies modifient donc notre comportement et la façon dont on est amené à exercer nos droits et libertés. Nos comportements sont peut-être également modifiés parce qu'il existe un manque de transparence autour de l'utilisation de ces dispositifs, voire une absence de confiance à l'encontre des autorités qui les utilisent. C'est d'ailleurs pour cela que dans nos démocraties libérales, l'État s'est interdit d'intervenir dans certains domaines pour protéger justement l'exercice de certains droits et libertés. Mais le libéralisme politique s'efface aujourd'hui au détriment de la peur et d'une soif insatiable pour la sécurité. C'est d'autant plus inquiétant que ces dispositifs prennent dans la patrie du libéralisme politique, ce qui n'est pas rassurant pour le maintien à terme de nos valeurs démocratiques. Le libéralisme politique s'est construit contre l'absolutisme, et donc le risque de l'arbitraire. Au Royaume-Uni, il a fallu obtenir des garanties de la part du souverain incarné par le monarque. Ce fut le cas avec la Magna Carta, au XIIe siècle, l'Habeas Corpus Act en 1679 contre les détentions arbitraires, et le fameux Bill of Rights en 1689 qui définira les principes de la monarchie parlementaire. Mais à un moment, le titulaire de la souveraineté a changé. On est passé du monarque au peuple. Ici, la monarchie s'exerce désormais par la voie des parlementaires. C'est une monarchie parlementaire. La difficulté pour le peuple, c'est de limiter son propre pouvoir pour éviter la tyrannie de la majorité. Car la majorité pourrait tout à fait décider quelque chose et persécuter la minorité, ce qui n'est sans doute pas dans l'intérêt général. Il est important de garantir l'épanouissement de l'individu, de chaque individu. C'est fascinant et effrayant de voir comment ce genre de technologie arrive à prendre dans la patrie du libéralisme politique. Le débat sur la reconnaissance faciale, il est là aussi. Les exigences d'ordre public doivent-elles l'emporter sur les droits et libertés, sachant que les droits et libertés, elles contribuent à une société en principe libre et éclairée qui échappe à des pressions de l'autorité publique permettant de faire des choix de vie pour la société. Mais on entendra toujours des personnes nous dire qu'elles n'ont rien à cacher dès lors qu'on leur promet la sécurité, et que par conséquent cela ne les dérange pas en tant qu'individus d'être transparents vis-à-vis d'une quelconque autorité publique. Cet argument ne devrait pas engager les autres personnes qui, par ce raisonnement, risquent de devoir se soumettre à ces technologies. Nous n'avons pas intérêt collectivement à ce que l'État dispose d'un fichage de la population, car vous allez peut-être de ce fait renier par crainte ce qui fait votre personnalité. Aujourd'hui, si vous ne souhaitez pas participer à ces expérimentations de reconnaissance faciale, et que vous le savez, on vous recommande d'éviter le secteur. C'est également problématique car à terme, si vous ne voulez pas vous soumettre à cette technologie, vous ne pourrez bientôt plus sortir de chez vous. La Haute Cour du Royaume-Uni, dans une décision en date du 4 septembre 2019 relative à la reconnaissance faciale, a déclaré que ces dispositifs n'étaient pas contraires aux droits fondamentaux. Il faudra tout de même attendre que la Cour suprême se prononce à ce sujet pour en être certain. L'idéal étant que les parlementaires décident de limiter l'usage de ces technologies. En attendant, cette décision inquiète. Le plus simple, bien évidemment, serait de préciser le régime juridique du recours à la reconnaissance faciale, aussi bien ici que chez nous en France, où il n'est pas très clair. Je reviendrai sans doute dans une autre vidéo plus en détail sur ces villes françaises qui recourent à la ville sûre, comme à Nice,
est la compatibilité de ces dispositifs avec notre droit. Le Financial Times a également divulgué que des policiers britanniques ne sont pas convaincus par le recours à la reconnaissance faciale et émettent des craintes. Ils s'inquiètent d'un manque de garantie et de contrôle concernant les algorithmes utilisés dans la lutte contre la criminalité. D'autant plus qu'aucune étude ne montre un lien entre l'emploi de ces techniques et la baisse de la criminalité. À terme, la technologie peut tout permettre. Installer des micros chez vous, analyser tous vos faits et gestes, est-ce toutefois la société dont vous rêvez ? C'est à vous de le décider. Mais quoi que vous pensiez à titre individuel, posez-vous toujours cette question. Concernant les libertés, est-il légitime que mes choix personnels permettent de persécuter autrui ? Assurer la sécurité, c'est indéniablement l'une des prérogatives de l'État, mais faut-il renier l'intégralité de nos valeurs pour cela ? Car oui, en protégeant des droits et libertés, on retarde nécessairement à identifier des personnes qui ont pu commettre des crimes, mais si on s'en donne les moyens humains, on peut toujours retrouver ces personnes. Je vous parlais tout à l'heure de la reconnaissance faciale émotionnelle. Prévenir des infractions sur le fondement des émotions des gens, c'est quand même plus proche de Minority Report que d'autres choses. C'est arbitraire de décider sur des critères subjectifs, même pas discutés, qu'une personne doit faire l'objet d'une arrestation car elle est suspecte sur le seul fondement qu'elle avait le regard dans le vide en se promenant dans la rue. Il serait dommage que l'on attende le pire pour se dire qu'il faut mettre de côté ces technologies car elles pourraient être utilisées à des fins malveillantes. La démocratie libérale s'effrite. Je ne dis pas que l'individu est roi, mais il faut protéger tout de même certaines libertés et la vie privée est un principe fondamental pour faire des choix politiques éclairés par exemple. Il faudrait au moins un moratoire pour que nous puissions discuter tous ensemble de ces arguments. On met beaucoup d'argent pour traiter les conséquences et non les causes des problèmes. Le numérique ne fera pas la société idéale, la reconnaissance faciale ne fera pas baisser la criminalité. Dans le monde, des villes comme San Francisco ont fait le choix de l'interdiction, tandis que d'autres, comme Nice, ont fait le choix de déployer ces technologies, parfois couplées à des détecteurs de bruit dans l'espace public. Ce sont des initiatives locales, mais il serait temps que l'État intervienne pour encadrer davantage les choses. Pour conclure, le débat sur la reconnaissance faciale doit se faire dans le cadre d'un débat démocratique, dans le cadre d'une participation citoyenne, ce qui nécessite aussi d'avoir tous les arguments pour pouvoir prendre la bonne décision. Aujourd'hui, le problème, c'est que les considérations sécuritaires d'ordre public ont tendance à prendre le pas sur d'autres libertés comme la vie privée, ce qui peut engendrer des conséquences très néfastes. Si vous souhaitez de la reconnaissance faciale, il faudra donc se demander à quelles conditions. On ne peut pas accepter que ce soit une reconnaissance faciale qui se fasse intégralement au détriment de la vie privée. C'est pas possible. Il faudra absolument obtenir des garanties de la part de l'État. Donc un certain contrôle, une certaine transparence de ces dispositifs-là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo. C'est très important pour la chaîne et je vous dis à très bientôt sur les internets.